Bonjour et merci d'être avec nous pour cet entretien depuis le Parlement européen de Strasbourg à propos de la situation dans les Caraïbes, suite bien sûr au passage des ouragans. Alors deux députés européens ultramarins vont nous en parler. Louis-Joseph Manscour, je rappelle que vous avez été maire de la Trinité à la Martinique pendant 26 ans, je crois, hein, c'est ça. Vous avez été également député au Parlement français pendant une dizaine d'années et actuellement vous êtes député européen socialiste et démocrate. Votre expérience et bien sûr d'élu des Antilles va nous être précieuse pour comprendre la situation, puisque vous avez vous-même déjà été confronté à des situations de ce type. Younous Omarjee, bonjour à vous aussi. Bonjour. Vous êtes réunionnais, député européen de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, ne l'oublions pas. Vous êtes spécialiste, vous aussi, des questions qui concernent les territoires ultramarins. Je rappelle que c'est vous qui, en juin, avez présenté un rapport devant le Parlement européen, un rapport pour tenter effectivement d'améliorer, on va dire, la prise en compte des territoires ultramarins par l'Europe. Alors, première question déjà que j'ai envie de vous poser à tous les deux, vous qui connaissez bien les situations qu'on va évoquer, est-ce que cet événement qui vient de se produire dans les Caraïbes, alors on le répète, ça concerne toutes les Caraïbes, les ouragans, il y en a eu plusieurs, dont le fameux Irma bien sûr, ont commencé en gros au nord de la Guadeloupe et ont parcouru tout l'arc des îles et des archipels des Caraïbes jusqu'à la Floride, une partie même du Mexique a été touchée, donc c'est vraiment l'ensemble des Caraïbes, on parle bien sûr des îles. Plutôt, nous on a plutôt en France tendance à parler des îles françaises, mais c'est tout l'ensemble, l'arc des Caraïbes qui a été touché. Donc est-ce que cette série noire d'ouragans qui a fait des victimes et des destructions qui sont impressionnantes est pour vous un événement exceptionnel? Et par ailleurs, est-ce qu'il était prévisible? C'est une question que je voudrais vous poser à vous, Louis-Joseph Manscour, tout de suite. Il est exceptionnel cet événement par son ampleur. Nous avons eu pas mal de cyclones et d'ouragans, mais à des forces beaucoup moins importantes, jusqu'à 300 km. Mais cette fois-ci, il paraît qu'on a eu des vents jusqu'à 360 km/h. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, quelque chose d'extraordinaire et de dévastateur en tout cas. Alors, est-ce que c'était prévisible? C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'à un moment donné, un événement météorologique aussi exceptionnel que celui qu'on vient de connaître pouvait se dérouler, que ce soit bien sûr aux Antilles ou dans d'autres parties, je pense à l'océan Indien, puisque vous connaissez aussi bien la situation dans cette partie-là du globe, Younous Omarjee? Oui et non. Oui, parce que d'abord nous sommes dans la période des ouragans dans les Caraïbes. Donc on s'attend, on se prépare à ces cyclones tropicaux. Et nous savons depuis les rapports du GIEC que les changements climatiques sont en cours et qu'il faut se préparer à des phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire des ouragans de plus en plus intenses, de plus en plus violents. Cela fait des années et des années que les membres du GIEC alertent sur ce risque. Redisons en un mot ce qu'est le GIEC. C'est le groupe intergouvernemental sur le changement climatique, sur l'évolution du climat. Donc nous savons qu'avec les changements climatiques qui sont en cours, ces phénomènes vont se multiplier. Mais il est vrai aussi qu'il est extrêmement difficile de prévoir l'intensité d'un cyclone dont l'intensité évolue au fur et à mesure de son déplacement, et ce sont une série de facteurs climatiques, atmosphériques, océaniques qui font que ces cyclones vont être violents ou vont se dégonfler. Mais il est bien évident que nous devons aujourd'hui, aussi bien dans la Caraïbe, l'océan Indien que le Pacifique, entrer dans ce monde nouveau du risque permanent de phénomènes extrêmes, parce que ce qui est extrême risque malheureusement, bien malheureusement, de devenir la norme. C'est ça. Vous diriez ça également, Louis-Joseph Manscour, les îles, par exemple les Caraïbes, mais aussi dans l'océan Indien, sont des guetteurs à l'heure actuelle de cette situation dont on parle. Alors on ne va pas entamer ici le débat scientifique, mais tout de même, vous en parlez en plus, vous, député européen, assez régulièrement, vous avez des informations, vous avez des rapports qui sont faits là-dessus, sur ce réchauffement climatique. Ce sont ces îles, ce sont ces parties
aussi bien en océan Indien qu'à l'ouest de l'océan Pacifique, qui sont un peu les guetteurs de ce qu'on appelle le réchauffement planétaire et le réchauffement climatique. Vous diriez ça comme ça aujourd'hui? Vous feriez ce lien? Je voudrais ajouter, pour qu'on puisse bien comprendre, que depuis maintenant 20 ou 30 ans, on a identifié une période cyclonique qui part du 15 août jusqu'au 15 novembre. Il y a une commission dans chaque commune, dans chaque département qui se réunit régulièrement en amont pour pouvoir préparer cette période. Donc par conséquent, nous sommes en quelque sorte rompus à cette situation, à cette période cyclonique. Nous y sommes préparés. Maintenant, concernant Irma, je vous l'ai dit, c'est la première fois au monde, il paraît, qu'on a un cyclone de aussi forte intensité. Donc par conséquent, ça a surpris tout le monde. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de réunion organisée avant où les maires, le préfet, on prépare la sécurité, mais aussi les pompiers, la gendarmerie. Tout le monde se prépare. Il y a des réunions qui sont faites en amont. Alors ce que vous dites là, c'est que l'anticipation, parce qu'il y a débat, vous le savez, un grand débat médiatique, un déballage sur cette question-là. Polémique parfois. Voilà, et l'anticipation existe, mais elle existe au regard de phénomènes qui n'étaient pas mesurés ou qu'on n'anticipait pas à la hauteur de ce qui vient de se passer là. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire là. Oui, pour répondre à votre question, est-ce que les îles sont des points d'observation? On revient sur cette question-là. Je crois que c'est une question très importante. Les îles du monde, en général, sont les postes avancés de l'observation des phénomènes climatiques et des changements climatiques, parce que nous savons que c'est sur la bande intertropicale planétaire que se forment et naissent et meurent les phénomènes climatiques. Donc les îles ont ce rôle extrêmement important, mais surtout par rapport au continent. Les îles ont une vulnérabilité beaucoup plus forte compte tenu de leurs caractéristiques géographiques et une vulnérabilité aussi économique. Regardez, s'agissant de Saint-Martin et aussi Saint-Barthélemy, souvent ce sont des îles qui fonctionnent sur un seul pilier pour leur économie, le tourisme. Que restera-t-il du tourisme dans ces îles où il y a très peu de relief? Que restera-t-il des plages si le niveau des océans monte? Que restera-t-il au fond de toute cette économie? Et c'est pourquoi je pense que dans la reconstruction, nous devons penser aussi un nouveau Saint-Martin, une nouvelle économie adaptée à ces évolutions liées au changement climatique. Type de construction aussi, il faudra revoir l'habitat. Alors, type de construction, parlons-en, puisque effectivement, j'allais dire, aux yeux du néophyte, de celui qui ne connaît pas, on constate quand même que les dégâts sont absolument ahurissants, mais pas partout. Il y a tout de même des endroits qui ont résisté, et on peut se demander, et tout le monde se demande, si les conditions de construction, c'est-à-dire les normes de construction, étaient suffisantes pour étaler, comme on dit en termes marins, des événements comme ceux-ci. Oui, mais vous voyez bien que c'est toujours encore les plus faibles, les plus démunis, ceux qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont des habitats qui sont très précaires et qui subissent, par exemple, ces assauts. C'est ça la réalité. Je pense que quelqu'un qui a les moyens, il a un bâtiment qui respecte les normes sismiques, parce que ça existe aussi, surtout aux Antilles, que par conséquent, on voit bien que ce sont les poches de pauvreté qui connaissent davantage les difficultés lors de ces moments difficiles. Younous Omarjee, vous feriez aussi le procès de ces constructions rapidement établies, peut-être pour des bénéfices, par exemple, touristiques rapides également? Oui, Louis-Joseph a raison de dire que les catastrophes naturelles sont un formidable révélateur des inégalités sociales. Et elles éclatent aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Sauf que la situation à Saint-Martin, avant le passage du cyclone, était une situation très inégalitaire, une situation de violence, d'insécurité, un pays qui est aussi un pays où il y a un carrefour pour la drogue dans la Caraïbe, enfin une série de problèmes qui émergent aujourd'hui avec cette catastrophe. La question
qui était posée, je ne m'en souviens plus. Non, on parlait du retard de ces territoires ultramarins, tout simplement. Oui. Vous avez parfaitement travaillé là-dessus. Et du retard de la situation sociale, de l'énorme fossé, et du creusement de ces écarts sociaux au sein même de ces îles, qui viennent aussi de ce point de vue-là. On en parlait pour les raisons climatiques, mais du point de vue social, qui deviennent aussi des révélateurs, finalement. Et c'est ce que je disais, reconstruction, oui, reconstruction, mais c'est surtout une occasion un peu inespérée, peut-être, si on peut tirer du bénéfice de tout cela, pour repenser le développement de ces pays. Autrement, nous passerons à côté. Mais vous savez une chose, même on voit ça en métropole, ce qui se passe, il y a les familles refusent parfois de partir l'île Joal, refusent. Même quand on leur propose ailleurs, parce que en période de beau temps, c'est formidable de vivre à Saint-Martin, sur la mer, les cocotiers avec de belles plages, le sable bleu, etc. etc. C'est bien, mais parfois les autorités ont beaucoup de difficultés à faire respecter justement les normes environnementales et parfois les normes du bâti et qui font qu'aujourd'hui, on a ces difficultés-là. C'est le cas d'un élu local, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été maire, c'est le cas d'un élu local. Un élu local a un pouvoir réel de réglementer ou de ne pas donner son aval à une construction qui n'est pas très normale. Il y a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme qui fixe les conditions dans lesquelles on doit pouvoir construire. Donc par conséquent, dans chaque collectivité, dans chaque commune, il y a un plan local d'urbanisme. Mais le faire respecter, c'est déjà autre chose. C'est très difficile de faire parfois des familles. On voit ça aussi en métropole, sur les littorales, on a les mêmes difficultés aussi. Donc c'est un combat et c'est difficile, ce n'est pas facile. Je vous assure que ce n'est pas une sinécure d'être élu et d'être maire. Alors bien sûr, et vous êtes député européen, vous êtes... Alors il y a des conséquences dramatiques immédiates quand même, hein, c'est une réalité. Qu'est-ce qui doit être fait? On va en parler quand même. Qu'est-ce qui doit être... Parce que c'est aussi un élément qui est dans l'actualité. Qu'est-ce qui doit être fait immédiatement? D'abord, il y a les réponses d'urgence qui sont apportées par l'État. Au moment où notre émission est enregistrée, les moyens de l'État sont mobilisés sur place. Le président de la République s'y trouve et il faut répondre aux urgences. Donc rétablir l'ensemble des services publics, apporter des réponses à la souffrance aussi des personnes qui sont traumatisées. Enfin, une série de réponses dans tous les domaines. Mais au-delà, il faut aussi très rapidement des investissements massifs pour reconstruire les infrastructures. Mais en tenant compte des leçons, et c'est ce qu'on ne fait pas parfois assez souvent. Et sur ce plan, je pense que l'Union européenne a un rôle à jouer. Voilà, c'est une question que j'allais poser, bien sûr. La européenne doit s'exprimer, elle s'exprimera, elle a commencé à s'exprimer. Pierre Moscovici a très clairement indiqué, il y aura un débat d'ailleurs en plénière demain ou après-demain à ce sujet. Mais nous avons voté, nous, en commission régie récemment, un règlement suite au tremblement de terre en Italie qui permet aujourd'hui un cofinancement à hauteur de 95% par l'Union européenne sur les fonds du FEDER, 95% de cofinancement pour les opérations de reconstruction. C'est pourquoi j'ai adressé hier un courrier au président de la République en lui demandant d'activer au maximum le fonds de solidarité. Instruments. Il y a d'abord aussi le fonds de solidarité et puis le nouvel instrument qui est aujourd'hui voté et d'activer l'ensemble des instruments pour que l'Europe apporte sa solidarité. Il faut dire aussi que la Commission vient de nous accorder hier 200 millions d'aides pour pouvoir, de première nécessité, pour pouvoir permettre de sortir des difficultés, surtout des différentes familles. Alors, est-ce que par ailleurs, en dehors de ce que vous nous dites des aides européennes financières, est-ce que l'Europe est
la bonne échelle pour aborder ces questions que vous commenciez à aborder tout à l'heure. Alors évidemment, toutes les îles concernées par les ouragans qui se sont déroulés dans la Caraïbe ne sont pas des îles qui ont un lien avec l'Europe. Il y a juste effectivement Saint-Barthélemy, Saint-Martin qu'on partage, que la France partage avec les Pays-Bas. Toutes les îles ACP ont des liens. Voilà, c'est ça. Et il y en a un certain nombre. Mais est-ce que ces îles ayant un lien avec l'Europe, on va le dire comme ça, par l'intermédiaire de plusieurs pays, dont la France bien entendu, sont celles qui peuvent poser des questions un peu générales que nous posions, tant sociales qu'environnementales, aujourd'hui dans les Caraïbes? Est-ce que vous pensez que ce débat peut émerger, du coup, au niveau européen, à partir de ces exemples que nous avons dans nos îles, entre guillemets, dans les îles qui concernent l'Europe? Oui, je crois vraiment. Il faut voir que les îles, c'est dans les îles où se concentre finalement l'ensemble des problèmes des laboratoires, l'ensemble des problèmes planétaires, mais aussi l'ensemble des problèmes européens. Donc l'Europe a beaucoup à apprendre de ce qui se joue dans les îles. La question insulaire est l'une des grandes questions aujourd'hui au niveau international. Hier soir, je rencontrais le ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, ainsi que des îles Fidji et de beaucoup d'autres petites îles du monde. Et nous avons la conviction qu'entre les régions ultrapériphériques européennes, les pays et territoires d'outre-mer européens, les îles ACP, il y a des défis communs, il y a des intérêts communs, il y a des vulnérabilités communes, et nous devons aujourd'hui construire des partenariats et nous attendons le soutien de l'Union européenne. Tout ceci ne fait que commencer. Et c'est pourquoi je n'ai pas encore discuté avec mes collègues de tout cela, donc je le dis à Louis-Joseph maintenant. Je vais proposer au président Juncker ou au président Macron que nous prenions l'initiative de réunir à Bruxelles ou à Paris l'ensemble des petites îles du monde. Vous savez, dans les pays ACP, la majorité des pays ACP, ce sont des petits États insulaires. La question insulaire est devenue fondamentale avec le changement climatique. Oui, c'est vrai. Il y a tout l'enjeu par rapport à l'adaptation, etc. C'est à l'Europe de le faire, sans doute beaucoup plus que les États-Unis, qui sont aujourd'hui très en recul par rapport aux engagements de la COP21. Donc, nous proposerons, j'espère, au président Juncker de prendre l'initiative de réunir ici à Bruxelles l'ensemble des petites îles ACP du monde avec les régions ultrapériphériques françaises, avec les pays et territoires d'outre-mer européens, avec les rues portugaises et espagnoles et créer finalement un moment fondateur de quelque chose de nouveau. C'est votre point de vue aussi, j'imagine, Louis-Joseph. Oui, je partage cette idée. Dans la mesure où effectivement, cette question des îles devient une question fondamentale, importante, j'allais dire, pour nous tous, pour tout le monde, pour la planète entière à l'heure actuelle. Tout à fait. Ce qui n'est pas forcément dans la conscience de tout le monde, de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. Pour l'instant, on a l'impression un peu que les choses sont traitées sous l'angle de, bon, il y a eu un fait divers terrible, voilà, il faut parer au plus pressé. Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est que cette question que pose cet événement par rapport à la situation et sociale et environnementale des îles du monde entier est aujourd'hui une question fondamentale, centrale pour tout le monde. Et puis il faut surtout que l'Europe prenne conscience que sa dimension est comment dirais-je, mondiale grâce justement aux différents territoires insulaires qui se trouvent un peu partout dans le monde dans les 5 océans, et ça me paraît important de pouvoir comprendre cela. Et ça, parfois, ce n'est pas toujours bien compris au niveau des Européens. Vous avez bon espoir, les uns les autres, que ce qui débute, là, ce qui est en train de démarrer, puisse aboutir, c'est-à-dire qu'on puisse prendre en compte tous ces éléments pour reconstruire, entre guillemets, et construire tout simplement une autre manière d'aborder les questions, les rapports sociaux et aussi les rapports avec l'environnement sur ces territoires. Moi, pardon. Je voulais dire une chose. Moi, j'ai une crainte. Vous savez, après un tel phénomène, il y a beaucoup d'agitation, on en parle beaucoup,
Et puis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, tout est oublié. Et c'est ça qui me chagrine un peu. Et on a oublié où se trouve Saint-Martin, où se trouve Saint-Barthélemy. Et je pense là, peut-être que ce que tu as proposé là, c'est un moyen de raviver un petit peu dans l'esprit de chacun qu'il y a ces territoires et qui sont des laboratoires où on peut puiser un certain nombre d'expériences, notamment au niveau climatique et au niveau du réchauffement de la planète. Et Dieu seul sait. Vous savez, le phénomène cyclonique, ça part dans les eaux chaudes. Hein. C'est bien pour cela que nous avons des cyclones d'aussi forte intensité. Et on remarque qu'une fois qu'ils abordent les terres, eh bien, ils diminuent en intensité. Ça prouve bien que ce sont les eaux chaudes qui créent ces phénomènes et qui font que c'est aujourd'hui une sollicitation. Et d'ailleurs, en Europe, il faut observer avec beaucoup d'attention ce qui s'y passe, ce qui s'y joue, les réponses qui sont apportées, la réaction des populations, parce que nous savons aussi, avec les travaux du GIEC, qu'il y aura une multiplication en Europe d'un certain nombre de phénomènes climatiques extrêmes, aussi des typhons, des ouragans. Donc c'est très important. Nous, en Europe, il y a aussi beaucoup à apprendre. Ce que tu disais est très juste. La deuxième catastrophe qui s'ajouterait à cette catastrophe sans nom, c'est l'oubli. Et il ne faut pas ajouter la catastrophe à la catastrophe et il ne faut pas reproduire les erreurs du passé. Et on peut tirer quelque chose de positif. En allant vers un développement qui soit différent et qui soit durable. Et je crois que vous avez un pays qui est mis à terre à 95%, il n'y a plus rien. Eh bien, il y a aujourd'hui, pour Saint-Martin, d'aller vers peut-être une île qui pourra préfigurer de ce qu'il faut faire partout ailleurs dans le monde pour faire face à ces phénomènes nouveaux. Alors on parle souvent, on parle surtout bien sûr de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, mais est-ce que les autres îles, notamment les grandes îles, Cuba, etc. de la Caraïbe, sont également partie prenante de cette réflexion et de cette modification dont on est en train de parler là? Il y a beaucoup de réflexions qui sont menées, notamment à Cuba, dans tous les pays. Je pense qu'il y a des réflexions qui sont menées et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, s'il n'y a pas autant de victimes, de morts, c'est parce que justement, ils sont préparés à de tels événements. Je pense, très sincèrement. À l'époque, lorsqu'un cyclone passait, il y avait des centaines de morts et des cyclones moins intenses que Irma. Cela veut dire qu'y compris à Saint-Martin, y compris à Saint-Barthélemy, vous avez une culture du risque qui est totalement partagée, ancrée dans les Outre-mer, et qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui ont bien fonctionné. Sauf que vous avez un cyclone d'une intensité extraordinaire. Il faut aussi faire un peu preuve parfois d'humilité devant le déchaînement des forces de la nature. Et il n'est pas possible, toujours sur l'instant, de trouver des réponses à et je vais vous raconter une anecdote qui s'est produite en 1989 lors du passage du cyclone Hugo en Guadeloupe qui avait pratiquement rasé à 95% l'île. Il y avait un Boeing 727 sur la piste, parqué sur la piste, puisqu'on annonce le cyclone avant, bien parqué. La force du vent a déplacé le Boeing de 30 mètres. Vous imaginez ce que c'est que la puissance des vents soufflant J'ai vu des toitures qui sont parties ensemble, qui flottaient comme un truc. C'est des choses extraordinaires. Est-ce que vous diriez que cette série quand même exceptionnelle d'ouragans qui vient de frapper les Caraïbes marque un tournant, d'abord parce qu'elle indique un état de notre planète et puis en même temps une urgence tout de même à changer, non pas en surface ou non pas sur des petits points de détail, mais à changer fondamentalement les choses sur notre Terre aujourd'hui? Vous diriez que c'est un tournant quand même on va peut-être penser les choses à partir d'un événement comme celui-ci, Il a parlé d'oubli. Il faut espérer. Il faut espérer, mais on sait aussi les forces de l'habitude et la difficulté parfois à amorcer des révolutions.
parce qu'il s'agit bien de révolution qu'il faut opérer dans la manière dont on appréhende une série de choses, les constructions, le modèle de développement. Donc l'avenir le dira. Un mot, Louis-Joseph Manscourt, là-dessus également, vous pensez que cet épisode exceptionnel marque quand même un tournant, ou que c'est quand même relativement comparable à ce qui s'est déjà déroulé et qui n'a pas donné des modifications substantielles? Je ne sais pas si ça marque un tournant, parce que dans la Caraïbe, nous avons un cyclone tous les 2 ans de forte intensité. Pas comme celui-ci, c'est un ouragan d'ailleurs, comme celui-ci, mais on a un petit peu l'habitude. Moi, ce que je voudrais dire, il y a des efforts quand même qui sont faits, parce qu'après le cyclone Hugo, les constructions sont tout à fait différentes au niveau de ce qu'elles étaient avant en Guadeloupe. Et vous avez le risque sismique aussi. Et écoute, on cumule. Alors justement, ça m'amène à dire, vous voyez comment nos économies sont confrontées à des handicaps qui sont vraiment structurels, et qu'on fait des efforts qui sont colossaux et puis qui sont anéantis en espace d'une soirée. Il faut recommencer maintenant, il faut recommencer. Et je crains qu'on ait encore à recommencer compte tenu des conditions climatiques, avec le réchauffement, etc., etc. Je crains que nous ne soyons pas suffisamment armés pour affronter les lendemains qui viennent, et j'espère qu'ils ne vont pas déchanter. Tirer des leçons, c'est quoi? C'est par exemple dans les aides européennes, notamment pour les infrastructures, que la prise en compte des infrastructures, c'est-à-dire s'adapter au changement climatique, cette prise en compte de l'adaptation, soit un élément qui conditionne les aides. Parce que nous voyons aujourd'hui se continuer un certain nombre de grands projets dans les Outre-mer qui, en aucune manière, ne prennent en compte l'élévation du niveau de l'océan, l'intensité des ouragans, etc. Donc je pense qu'au niveau de la commission régie, on travaillera sans doute sur ces conditionnalités. Bon, merci à vous. On va essayer de notre côté, en tous les cas, de ne pas oublier. On en reparlera. On ne laissera pas passer un an avant de reparler de ce qui se passe et des conséquences de tout ce qu'on est en train de dire là, et des décisions qui vont être prises. Juste un mot pour dire que communément, Louis-Joseph et moi, par notre commission régie, nous avons demandé un débat en plénière parce que nous voulons que le Parlement européen exprime sa solidarité à ces peuples qui sont éprouvés, et que nous puissions aussi, que les peuples des Caraïbes puissent entendre les réponses que l'Europe peut apporter. Et ce débat aura lieu cette semaine au Parlement européen. Merci à vous, Louis-Joseph Manscourt. Merci, Younous Omarjee. Merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.